Mon corps, mon choix. Tu ne peux rien exiger de moi, m'a dit Amanda d'une voix glaciale en s'éloignant de moi dans notre chambre. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing, me laissant planter là, vêtu de la chemise que j'avais soigneusement choisie pour notre dîner d'anniversaire de mariage, 6 semaines après notre union. 6 semaines. 6 semaines de mariage, et ma femme ne m'avait pas touché une seule fois. Je m'appelle Jason Mitchell et, à 32 ans, je pensais avoir trouvé mon conte de fées lorsqu'Amanda Richardson a accepté ma demande en mariage au printemps dernier à Denver, dans le Colorado. Le mariage avait été tout ce dont j'avais rêvé. Une belle cérémonie au prestigieux country club des montagnes, entourée d'amis et de membres de la famille qui célébraient ce qu'ils croyaient être le début de mon bonheur éternel. Mais alors que je restais là, dans notre chambre, cette nuit-là, observant le dos raide de ma femme qui faisait semblant de consulter son téléphone portable, j'ai réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas. « Amanda, nous sommes mariés », ai-je murmuré, ma voix presque inaudible. « Je suis ton mari. Je veux juste comprendre pourquoi tu ne veux même pas me tenir la main. Encore moins. » « Ne finis pas cette phrase, a-t-elle dit sèchement, se tournant enfin vers moi. Ses yeux bleus, qui étaient autrefois chaleureux et aimants pendant nos fréquentations, ne reflétaient désormais rien d'autre que de l'irritation. Je t'ai dit que mon corps m'appartient. Le mariage ne te donne pas le droit de le posséder. Tu dois respecter mes limites. Le mot « limite » m'a fait l'effet d'une gifle. Pendant nos 8 mois de fréquentation, Amanda avait été affectueuse, voire romantique. Elle se blottissait contre moi pendant les films, m'embrassait pour me dire bonne nuit après nos rendez-vous et me tenait la main lorsque nous nous promenions dans Washington Park. Mais dès notre retour de notre lune de miel à Aspen, une lune de miel où elle prétendait être épuisée tous les soirs, tout a changé. C'était comme si un interrupteur avait été actionné, transformant la femme que j'avais épousée en une étrangère qui se recroquevillait chaque fois que je m'approchais d'elle. « Ce n'est pas normal », ai-je dit, ma voix prenant de l'ampleur. Les couples mariés sont intimes. Ils partagent leur lit. Ils se touchent. Ils... Normal ? Amanda a ri amèrement. Tu veux parler de normal ? Normal, c'est respecter les choix de son partenaire. Normal, c'est ne pas forcer quelqu'un à avoir des contacts physiques qu'il ne souhaite pas. Je l'ai regardé fixement, sentant le sol se dérober sous mes pieds. Ses paroles étaient techniquement correctes. Le consentement était important. Les limites étaient importantes. Mais quelque chose semblait profondément anormal dans la façon dont elle utilisait ces concepts comme des armes contre son propre mari. L'Amanda qui m'avait courtisé, qui murmurait des mots doux sur notre avenir ensemble, qui semblait désespérée de m'épouser, avait complètement disparu. Quand elle quitta la pièce d'un pas lourd, me laissant seul avec ma confusion et mes soupçons grandissants, je pris une décision qui allait tout changer. Quelque chose n'allait vraiment pas dans mon mariage, et j'allais découvrir quoi. Le lendemain matin, je m'assis à la table de notre cuisine, fixant mon café intact tandis qu'Amanda se déplaçait dans la cuisine avec une précision mécanique. Elle avait toujours été organisée, mais ces derniers temps, ses routines semblaient presque obsessionnelles. Elle vérifiait constamment son téléphone portable, sortait pour répondre à des appels et avait pris l'habitude de disparaître pendant des heures sans explication. « Je vais rendre visite à ma sœur à Phoenix ce week-end », ai-je annoncé, observant attentivement sa réaction. La main d'Amanda s'est figée sur sa tasse de café pendant un instant avant qu'elle n'acquiesce. « Ça a l'air sympa. Combien de temps vas-tu rester ? » « Juste le week-end. »« Pourquoi ? Je vais te manquer. » ai-je demandé, pour tâter le terrain. Elle a haussé les épaules sans me regarder. « Je m'en sortirai. » Le fait qu'elle minimise mon absence aurait dû me blesser, mais cela a plutôt confirmé mes soupçons. Amanda semblait soulagée chaque fois que je quittais la maison. Pendant notre relation, elle détestait que les voyages d'affaires nous séparent, même pour une journée. Maintenant, elle encourageait pratiquement mon absence. J'ai étudié son profil pendant qu'elle faisait défiler l'écran de son téléphone. Amanda était indéniablement belle, grande, avec des cheveux blonds épais et ses yeux bleus impressionnants qui avaient d'abord attiré mon attention dans un café du centre-ville. Elle travaillait comme consultante en marketing, du moins c'est ce qu'elle disait, même si je n'avais jamais rencontré aucun de ses collègues ou clients. Quand je lui posais des questions sur son travail, elle me répondait vaguement en invoquant la confidentialité et la vie privée des clients. « Amanda, dis-je prudemment. Je pensais que nous devrions consulter un conseiller conjugal. Cette distance entre nous n'est pas saine. » Elle releva brusquement la tête, et pendant un instant, je vis quelque chose passer dans ses yeux. De la panique, peut-être, ou de la peur. Mais cela disparut si rapidement que je me demandais si je l'avais imaginé. « Nous n'avons pas besoin de conseils, » dit-elle fermement. « Nous avons juste besoin de temps pour nous adapter à la vie conjugale. Tout le monde ne trouve pas immédiatement le rythme parfait. » « Cela fait déjà 6 semaines, lui ai-je rappelé. 6 semaines, ce n'est rien dans le cadre d'une vie entière ensemble, a-t-elle répondu. Mais sa voix semblait répéter,
comme si elle avait préparé cette réponse. Cet après-midi-là, après qu'Amanda soit partie pour ce qu'elle disait être une réunion avec un client, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai fouillé dans ses affaires, non par jalousie, mais parce que j'étais de plus en plus convaincu que la femme que j'avais épousée me cachait des secrets. Si vous aimez cette histoire de trahison et de découvertes choquantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir comment cette enquête a révélé des secrets que je n'aurais jamais imaginés. Car ce que j'ai trouvé cet après-midi-là allait changer ma vie pour toujours. Son bureau à domicile était méticuleusement organisé, presque de manière suspecte. Les tiroirs de la table ne contenaient que des fournitures de bureau de base. Son classeur contenait des documents génériques de marketing et son ordinateur était protégé par un mot de passe. Mais alors que j'étais sur le point d'abandonner, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Dans la poubelle, partiellement caché sous d'autres papiers, se trouvait un reçu d'un fleuriste de Las Vegas. La date remontait à 3 semaines, alors qu'Amanda prétendait être à une conférence sur le marketing à Salt Lake City. Le reçu était pour une douzaine de roses rouges, et au dos, écrit de la main d'Amanda, se trouvait un numéro de téléphone avec l'indicatif régional du Nevada. Mes mains tremblaient tandis que je photographiais le reçu avec mon téléphone portable. Quoi qu'Amanda cache, j'allais le découvrir. Ce soir-là, je me suis assis dans ma voiture devant l'immeuble où Amanda prétendait travailler, observant à travers les fenêtres du hall. J'avais appelé plutôt son prétendu lieu de travail, demandant à parler à Amanda Richardson, pour m'entendre répondre que personne de ce nom n'était employé là-bas. Le gardien de sécurité à qui j'ai parlé était poli, mais ferme. Il travaillait là depuis 5 ans et n'avait jamais entendu parler d'Amanda. Lorsque la voiture d'Amanda est entrée dans le parking à 18 h, je me suis baissé sur mon siège, l'observant rester dans le véhicule pendant plusieurs minutes, parlant avec animation au téléphone. Même à distance, je pouvais voir que son langage corporel était complètement différent de celui de la femme froide et distante qu'elle était devenue à la maison. Elle souriait, riait, gesticulait même avec sa main libre comme si elle avait la conversation la plus merveilleuse de sa vie. Au bout de 20 minutes, elle a raccroché et est entrée dans le bâtiment, non pas dans un bureau, mais dans la cafétéria au rez-de-chaussée. Elle a commandé une boisson et s'est assise à une table dans un coin, sortant son ordinateur portable. Pendant l'heure qui a suivi, elle semblait travailler, mais quelque chose dans la scène semblait mis en scène, théâtral. Quand elle est finalement sortie, elle a jeté ce qui semblait être de faux documents et a pris le volant pour rentrer chez elle. Je l'ai suivie à distance respectable, l'esprit en ébullition. La femme que j'avais épousée n'était pas celle qu'elle prétendait être. La question était, que cachait-elle? Et pourquoi m'avait-elle épousée? Quand je suis arrivé à la maison 10 minutes après elle, Amanda était déjà sous la douche. J'ai profité de l'occasion pour examiner son téléphone portable, qu'elle avait laissé en charge sur la table de chevet. Il était verrouillé, mais je me suis souvenu l'avoir vu taper le mot de passe une fois, notre date de mariage. Mon cœur battait fort pendant que je tapais les chiffres, et miraculeusement, le téléphone s'est déverrouillé. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Des SMS avec quelqu'un appelé Trevor, remplis d'échanges intimes et de déclarations d'amour. Des photos d'Amanda avec un homme que je ne reconnaissais pas, tous deux portant des alliances, debout devant ce qui semblait être un bureau d'état civil. Le message le plus récent, envoyé quelques heures auparavant, disait « Tu me manques, mon amour. J'ai hâte de te voir ce week-end. » Toute cette situation est presque terminée. La douche coulait toujours lorsque j'ai transféré les photos et les messages les plus compromettants sur mon propre téléphone, puis j'ai soigneusement remis le téléphone d'Amanda à l'endroit où je l'avais trouvé. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir mon propre appareil, tandis que je regardais les preuves de ce qui semblait être la double vie d'Amanda. Quand Amanda est sortie de la salle de bain, enveloppée dans une serviette et fredonnant doucement, j'étais assis sur le lit, faisant semblant de lire un magazine. Elle semblait sincèrement heureuse pour la première fois depuis des semaines. Et maintenant, je comprenais pourquoi. Elle menait une double vie, et apparemment, c'était celle qu'elle partageait avec moi qu'elle voulait mettre fin. Je pense que je vais me coucher tôt ce soir, ai-je dit d'une voix soigneusement neutre. Bonne idée, répondit Amanda. Je ne manquais pas de remarquer le soulagement dans sa voix. Fais de beaux rêves, Jason. Allongé dans le noir, écoutant sa respiration régulière à mes côtés, je pris une décision qui allait briser nos deux vies. Demain, je contacterai un avocat et je découvrirai exactement qui j'avais épousé. Le cabinet d'avocats de Patricia Henley était situé dans le centre de Denver, occupant le 15e étage d'un gratte-ciel étincelant offrant une vue panoramique sur les Rocheuses. J'avais choisi Patricia spécifiquement pour sa réputation dans les affaires de divorce complexes. Mais alors que je m'asseyais devant son bureau en acajou, partageant les preuves que j'avais rassemblées, je me rendis compte que j'avais affaire à quelque chose de bien plus sinistre qu'une simple crise conjugale. « Jason », dit Patricia d'une voix grave en examinant les photos sur mon téléphone. « Ce que vous me montrez suggère une possible bigamie. »
Ce n'est pas seulement un motif de divorce. Cela peut être criminel. Le mot « bigamie » m'a frappé comme un coup physique. Je soupçonnais une liaison, peut-être même qu'Amanda m'avait épousé pour des raisons financières, mais la possibilité qu'elle soit déjà mariée à quelqu'un d'autre ne m'avait jamais traversé l'esprit. « C'est impossible », ai-je murmuré. « Nous avons un certificat de mariage. Nous avons été mariés par un officier agréé au country club. Il y avait plus de 200 témoins. » Patricia acquiesça sombrement. « Votre mariage est légalement valide de votre côté, ce qui rend la situation d'Amanda extrêmement problématique si elle est déjà mariée à quelqu'un d'autre. La bigamie est un crime grave dans le Colorado, passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 6 ans de prison. » Elle prit son téléphone. « Je vais recommander que nous engagions immédiatement un détective privé. Nous devons déterminer si ce Trevor est bien le mari d'Amanda, et si oui, quand et où ils se sont mariés. » En quelques heures, je me suis retrouvé dans le bureau du détective Michael Torres, un ancien policier devenu détective privé spécialisé dans les affaires de fraude matrimoniale. C'était un homme trapu d'une 50aine d'années, aux yeux perçants et aux manières directes, qui m'a immédiatement mis à l'aise. « J'ai déjà vu des cas comme celui-ci », a-t-il déclaré en prenant des notes pendant que je lui racontais mon histoire. Le schéma est généralement le même. L'auteur recherche des cibles riches, les courtise rapidement, se précipite pour se marier, puis tente d'accéder à leurs finances avant de disparaître. Le manque d'intimité est un signal d'alarme. Beaucoup de ces fraudeurs évitent tout contact physique, car cela complique leur stratégie de sortie. « Mais Amanda semblait si sincère quand nous sortions ensemble, » protestai-je. Elle était romantique, attentionnée. Elle semblait vraiment tenir à moi. Le détective Torres m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la sympathie. Ces personnes sont des manipulateurs habiles, Jason. Elles recherchent leurs cibles de manière approfondie, apprennent leur centre d'intérêt, leurs antécédents, leurs vulnérabilités. Elles deviennent ce qu'elles pensent que vous voulez qu'elles soient. Il sortit un contrat. Je veux que vous compreniez que ce que nous pourrions découvrir pourrait être très douloureux. Êtes-vous prêt à accepter la possibilité que tout ce qui concerne votre relation ait été un mensonge? Je repensais aux 6 dernières semaines de confusion et de rejet. À l'étrangère froide qui partageait mon lit, aux appels téléphoniques et aux absences mystérieuses. Quelle que soit la vérité, elle ne pouvait pas être pire que l'incertitude dans laquelle je vivais. J'ai besoin de savoir, ai-je dit fermement, quoi qu'il en coûte. Le détective Torres a acquiescé et a commencé à exposer son plan d'enquête. Il commencerait par effectuer des vérifications approfondies sur Amanda Richardson, en recherchant des actes de mariage dans plusieurs États et en essayant d'identifier et de localiser Trevor. Il enquêterait également sur l'emploi présumé et les antécédents financiers d'Amanda. Encore une chose, dit-il en me tendant un petit magnétophone. Si Amanda fait des aveux ou profère des menaces, nous devons les enregistrer. Le Colorado autorise l'enregistrement unilatéral. Vous pouvez donc légalement enregistrer les conversations auxquelles vous participez à son insu. En quittant le bureau du détective, le petit magnétophone pesait lourd dans mon sac. J'étais sur le point de me lancer dans une enquête qui sauverait mon mariage ou le détruirait complètement. Mais pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de prendre le contrôle de la situation au lieu d'être la victime passive des manipulations d'Amanda. Car si je découvrais que ma femme vivait réellement dans le mensonge, elle paierait pour chaque seconde de souffrance qu'elle m'avait causée. Ce soir-là, j'ai observé Amanda de l'autre côté de la table, étudiant son visage à la recherche du moindre signe de la femme dont je pensais être tombé amoureux. Elle semblait détendue, presque joyeuse, discutant de sa journée pendant que je mangeais machinalement mes pâtes. Chaque sourire, chaque commentaire désinvolte, chaque moment d'apparente normalité me semblait désormais être une performance élaborée destinée à me tromper. Quand elle s'est excusée pour répondre à un appel dans son bureau, j'ai allumé mon enregistreur et je l'ai suivie, me postant devant la porte. « Je sais, mon amour. Tu me manques aussi. » La voix d'Amanda traversait la fine porte du bureau, tendre et aimante d'une manière que je n'avais pas entendue depuis notre lune de miel. « Toute cette situation est plus compliquée que prévu, mais je te promets que ça va bientôt se terminer. » Je me suis collé contre la porte, le cœur battant à tout rompre, tandis que j'écoutais ce qui était clairement une conversation intime avec un autre homme. « Non, il ne se doute de rien, » a poursuivi Amanda. « En fait, il facilite les choses en prenant ses distances. Je pense qu'il envisage de demander le divorce, ce qui résoudrait tous nos problèmes. » La cruauté désinvolte dans sa voix m'a donné la nausée. Elle parlait de moi comme si je n'étais rien d'autre qu'une transaction commerciale. Un problème à résoudre. Le contrat prénuptial était un coup de génie, a-t-elle poursuivi. Il était tellement amoureux qu'il l'a à peine lu. S'il demande le divorce au cours de la première année, il ne gagne rien, mais je garde la moitié de tous les biens qu'il a apportés dans le mariage.
Cela inclut le fonds fiduciaire que sa grand-mère lui a laissé. J'ai dû m'appuyer contre le montant de la porte pour ne pas m'effondrer. Le contrat prénuptial qu'Amanda avait insisté pour signer, prétendant qu'il protégerait les intérêts des deux parties, avait en fait été conçu pour me voler. Elle m'avait manipulé pour que je signe mon propre héritage. « Je t'aime aussi, Trevor », a dit Amanda, sa voix se réduisant à un murmure intime. « Raconte-moi ta journée. Comment s'est passé le travail ?» Pendant les 10 minutes qui suivirent, j'écoutais Amanda tenir le genre de conversation aimante et attentionnée que j'avais désespérément souhaité qu'elle ait avec moi. Elle l'interrogea sur son travail de conseiller financier à Las Vegas, se souvint de détails concernant ses collègues, fit des projets pour leur week-end ensemble. Elle était pour lui tout ce qu'elle refusait d'être pour moi. Quand elle a finalement raccroché, je suis retourné discrètement dans le salon et j'ai éteint l'enregistreur, les mains tremblantes tandis que je digérais ce que je venais de découvrir. Amanda ne s'était pas seulement mariée avec moi, alors qu'elle était déjà mariée à quelqu'un d'autre. Elle avait orchestré une fraude élaborée destinée à me voler mon héritage. Le lendemain matin, alors qu'Amanda était censée être au travail, le détective Torres m'a appelé pour me faire part de ses premières conclusions. « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle », m'a-t-il dit. La mauvaise nouvelle, c'est qu'Amanda Richardson a épousé Trevor Caldwell à Las Vegas il y a 8 mois, 2 mois avant de vous demander en mariage. Leur mariage est tout à fait légal et documenté. Mes pires craintes se sont confirmées, mais le détective Torres a poursuivi. La bonne nouvelle, c'est que cela rend votre affaire simple. Amanda a commis un délit de bigamie en vous épousant, et les preuves que vous avez enregistrées hier soir prouvent son intention de commettre une fraude matrimoniale. Nous avons suffisamment d'éléments pour engager des poursuites pénales et annuler votre contrat prénuptial pour cause de fraude. Que va-t-il se passer maintenant ? Ai-je demandé, me sentant étrangement calme malgré l'ampleur de ce que j'avais découvert. Nous allons maintenant lui tendre un piège, a déclaré le détective Torres. D'après la conversation que vous avez enregistrée, Amanda prévoit d'accéder prochainement à votre fonds fiduciaire. Nous devons la prendre en flagrant délit. Êtes-vous prêt à laisser les choses se poursuivre encore un peu afin de recueillir davantage de preuves ? Je pensais à la femme qui m'avait conquis avec ses gestes romantiques et ses promesses d'éternité, et qui s'était révélée être une criminelle qui m'utilisait pour mon argent tout en aimant quelqu'un d'autre. La trahison me fit plus mal que je ne pouvais l'imaginer. Mais sous la douleur, il y avait quelque chose de plus dur et de plus déterminé. « Oui », dis-je fermement. « Attrapons cette salope. » Le détective Torres avait été minutieux dans la mise en place de la surveillance, mais ce qu'il découvrit la semaine suivante dépassa même ses attentes. Amanda n'était pas seulement bigame. Elle faisait partie d'un vaste réseau de fraude matrimoniale qui existait depuis des années. Nous avons identifié au moins 3 autres femmes dans différents États qui ont épousé des hommes correspondant à la description de Trevor, a expliqué le détective Torres lors de notre réunion dans le bureau de Patricia. Même méthode. Rencontre éclair, mariage rapide, accès aux finances, puis disparition. Nous pensons que Trevor et Amanda travaillent en équipe. Les photos de surveillance qu'elle m'a montrées étaient accablantes. Trevor et Amanda lors d'un dîner à Las Vegas, main dans la main et riant. Trevor entrant et sortant d'un appartement qui était clairement leur domicile commun. Plus compromettant encore, des photos d'eux dans une banque où Amanda attendait dans la voiture pendant que Trevor entrait avec ce qui semblait être des documents financiers. Il utilise votre certificat de mariage et des documents falsifiés pour se présenter comme votre mari légal auprès des institutions financières, a expliqué Patricia. Le plan semble être de vider vos comptes, puis de demander le divorce en vertu du contrat prénuptial, en alléguant que vous avez été infidèle ou que vous avez abandonné le mariage. Comment est-ce possible ? Ai-je demandé. J'aurais remarqué que de l'argent manquait sur mes comptes. Le détective Torres a sorti un autre dossier. Il a été plus sophistiqué que cela. Il a ouvert de nouveaux comptes en utilisant votre numéro de sécurité sociale et votre certificat de mariage, puis a demandé des lignes de crédit sur votre fonds fiduciaire. Il n'a pas encore touché à vos comptes existants, car cela déclencherait immédiatement des alertes. Mais il s'est créé une identité financière obscure qu'il peut vider d'un seul coup. L'ampleur de la supercherie était stupéfiante. Trevor avait planifié cela pendant des mois, peut-être même avant notre rencontre. Chaque geste romantique, chaque déclaration d'amour, chaque moment de bonheur apparent avait été calculé pour me manipuler et me mettre dans la position idéale pour être volé. Il y a autre chose, a déclaré le détective Torres, l'air sombre. Amanda n'est pas seulement votre femme, c'est aussi votre sœur. La pièce s'est mise à tourner autour de moi. Quoi ? Amanda Wilson est née Amanda Caldwell. Ils mènent ensemble des escroqueries matrimoniales depuis au moins 5 ans. Elle assure la légitimité de ses opérations en jouant le rôle de l'épouse dévouée à la maison pendant qu'il cible des femmes riches dans d'autres États. Je me suis senti physiquement malade.
Les appels intimes que j'avais entendus, les déclarations d'amour, les photos romantiques, tout cela faisait partie d'un partenariat criminel incestueux qui m'a donné la chair de poule. Patricia s'est penchée en avant. Jason, nous avons suffisamment de preuves pour vous détruire tous les deux. Trevor fera face à des accusations fédérales pour fraude postale, fraude électronique, bigamie et vol d'identité. Amanda sera accusée de complicité, mais nous devons les prendre en flagrant délit d'accès à vos fonds. Comment faisons-nous cela? Le détective Torres a souri sombrement. Nous leur donnons ce qu'ils veulent. Tu vas demander le divorce exactement comme Trevor l'espère, mais au lieu d'utiliser ton contrat de mariage pour te voler, nous allons l'utiliser pour le piéger. Le plan était élégant dans sa simplicité. Je demanderai le divorce, invoquant des différences irréconciliables, jouant le rôle du mari au cœur brisé qui voulait seulement sortir du mariage. Trevor serait convaincu que son plan fonctionnait et agirait rapidement pour accéder aux comptes financiers qu'il avait mis en place. Des agents fédéraux l'attendraient. « Êtes-vous prêt pour cela ?» demanda Patricia. « Une fois que nous aurons mis cela en marche, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Trevor sera arrêté et la vérité sur votre mariage deviendra publique. » Je repensais aux 2 derniers mois de confusion et de rejet, aux mensonges élaborés et à la manipulation, au fonds fiduciaire que ma grand-mère m'avait laissé et qui était utilisé comme appât dans un stratagème criminel. « Je suis prêt, » ai-je répondu. « Mettons fin à cette mascarade une fois pour toutes. » Ce soir-là, je me suis assis sur le canapé de notre salon, observant Amanda regarder la télévision avec cette expression détendue que je reconnaissais désormais comme le masque d'une criminelle habile. Elle semblait si normale, si innocente, que pendant un instant, j'ai presque douté des preuves que j'avais vues. Mais alors, elle a ri à quelque chose à la télévision, le même rire que j'avais aimé pendant notre relation, et j'ai réalisé à quel point j'avais été complètement trompé. La femme assise à côté de moi était une étrangère qui avait étudié mes goûts, mes vulnérabilités et mes faiblesses pour me manipuler à la perfection. Chaque baiser, chaque câlin, chaque « je t'aime » faisait partie d'une performance calculée. Quand elle est allée chercher un verre d'eau dans la cuisine, j'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un message au détective Torres. « Je suis prêt à commencer demain. » Sa réponse est arrivée immédiatement. « Parfait. N'oubliez pas qu'à partir de maintenant, vous jouez le rôle du mari dévasté qui veut juste que la douleur s'arrête. Laissez-la croire qu'elle a gagné. » J'ai regardé Amanda revenir de la cuisine, le visage soigneusement neutre. Demain, je lui donnerai exactement ce qu'elle pensait vouloir. Mais cette fois, c'est moi qui contrôlerai le jeu. Et quand Trevor finirait par comprendre qu'il était tombé dans un piège, il serait trop tard pour échapper aux conséquences d'années de manipulation et de fraude. La véritable justice était sur le point de commencer. Au tribunal du comté de Denver, l'activité était intense le matin où j'ai déposé ma demande de divorce, mais je me sentais étrangement calme en montant les marches avec Patricia à mes côtés. Le détective Torres s'était posté de l'autre côté de la rue, prêt à alerter les agents fédéraux dès que Trevor mordrait à l'hameçon. J'avais signifié à Amanda les papiers du divorce la veille au soir, jouant le rôle du mari dévasté qui ne supportait plus la distance dans notre mariage. Sa réaction avait été parfaite. Surprise, douleur, puis résignation qui m'avait donné la chair de poule tant elle était fausse. « Je suis désolé que nous en soyons arrivés là », avait-elle dit en me serrant dans ce que je reconnaissais maintenant comme une étreinte calculée. « Je sais que je n'ai pas été la femme que tu méritais. Peut-être qu'un peu de temps séparé nous aidera à découvrir ce que nous voulons vraiment. » Le magnétophone dans ma poche avait enregistré chaque mot mensonger. « C'est fait », a déclaré Patricia en me remettant des copies du protocole de divorce. Selon la loi du Colorado, elle a 30 jours pour répondre. Mais quelque chose me dit qu'elle n'en aura pas l'occasion. Mon téléphone a vibré avec un message du détective Torres. Il bouge. Il est entré dans la First National Bank du centre-ville avec Amanda. Les agents fédéraux sont en position. Mon cœur s'est emballé à l'idée que Trevor passait enfin à l'action, probablement convaincu que son plan avait parfaitement fonctionné. Il pensait qu'il allait s'enfuir avec mon héritage, me laissant avec rien d'autre qu'un contrat de mariage frauduleux et un cœur brisé. Le téléphone a de nouveau vibré. Mission accomplie. Les 2 cibles sont en détention. Tu peux rentrer chez toi, Jason. C'est fini. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer librement. L'homme qui m'avait manipulé et menti, qui avait prévu de me voler et de disparaître, allait enfin payer pour ses crimes. 2 semaines plus tard, lors de l'audience préliminaire au tribunal fédéral, je me suis assis dans la galerie et j'ai regardé Trevor et Amanda être conduits dans la salle d'audience en combinaison orange et menottes. L'assurance de Trevor s'était complètement effondrée. Son visage était pâle, ses mains tremblaient et il continuait à regarder autour de lui comme s'il n'arrivait pas à croire où il se trouvait. Les accusés, Trevor James Caldwell et Amanda Marie Caldwell,
sont accusés de complot en vue de commettre une fraude postale, une fraude électronique, un vol d'identité et une bigamie, a annoncé le procureur. Le gouvernement allègue que les accusés ont mené une entreprise criminelle visant des femmes riches dans le but de conclure des mariages frauduleux destinés à voler leurs biens. Lorsque le regard de Trevor a croisé le mien à travers la salle d'audience, j'ai vu le moment précis où il a réalisé que j'avais été au courant de son stratagème depuis le début. Le choc sur son visage a rapidement fait place à quelque chose qui s'apparentait davantage à de la panique lorsque toute la gravité de sa situation l'a frappé. « Votre honneur », a déclaré l'avocat commis d'office de Trevor, « mon client clame son innocence et demande à bénéficier d'une libération sous caution. » Le procureur s'est immédiatement levé. « Votre honneur, M. Caldwell représente un risque de fuite et a démontré une tendance à créer de fausses identités et des relations financières frauduleuses. Le gouvernement demande qu'il soit maintenu en détention sans caution. » Amanda s'assit à côté de lui, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle réalisait que leur partenariat criminel était terminé. Les appels intimes, les photos romantiques, la supercherie élaborée qui avait été leur gagne-pain. Tout cela constituait désormais des preuves d'une conspiration criminelle troublante qui les mènerait en prison pour des années. La voix du juge était sévère lorsqu'il a refusé la libération sous caution aux deux accusés. Les preuves présentées suggèrent une entreprise criminelle sophistiquée qui représente un danger continu pour la communauté. Les deux accusés resteront en détention dans l'attente de leur procès. Alors que les policiers emmenaient Trevor, il m'a regardé une dernière fois, le visage marqué par la défaite et l'incrédulité que son plan parfait l'avait complètement détruit. Au cours des mois suivants, j'ai travaillé en étroite collaboration avec les procureurs fédéraux, fournissant des preuves et témoignant sur le stratagème élaboré qui m'avait presque tout coûté. L'enquête a révélé l'étendue réelle de leurs activités. Trevor et Amanda n'étaient pas seulement des criminels opportunistes, mais les opérateurs sophistiqués d'un réseau qui avait fait des victimes parmi les femmes dans 6 États pendant 5 ans. Chaque relation, chaque mariage, chaque déclaration d'amour faisait partie d'une machine calculatrice et froide conçue pour vider des comptes bancaires et détruire des vies. Les preuves que j'avais recueillies, en particulier les enregistrements des conversations téléphoniques intimes entre Trevor et Amanda, sont devenues des éléments centraux du dossier du gouvernement. Elles montraient non seulement la nature incestueuse de leur partenariat criminel, mais aussi le mépris total qu'ils avaient pour leurs victimes. Le procès a été un spectacle médiatique qui a exposé chaque détail sordide de leur stratagème. D'autres victimes se sont manifestées, encouragées par mon affaire à demander justice pour leurs propres expériences avec les manœuvres manipulatrices des frères. Des femmes de l'Oregon, de l'Arizona, de la Floride et du Texas ont raconté des histoires similaires de relations amoureuses éclairs, de mariages précipités et de pertes financières dévastatrices. Si ces histoires de justice et de vengeance vous inspirent autant qu'elles m'ont inspiré au cours de mon parcours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres témoignages de personnes qui ont refusé d'être des victimes et se sont battues pour faire connaître la vérité. Car croyez-moi, la justice peut prendre du temps, mais lorsqu'elle arrive enfin, elle est absolument dévastatrice pour ceux qui la méritent. La procureure fédérale, Samantha Rodriguez, a monté un dossier si solide que les avocats de la défense sont rapidement passés du déni total à la négociation d'accord. Mais il était trop tard pour minimiser les dégâts. Les preuves étaient accablantes. Les médias avaient rendu Trevor et Amanda célèbres dans tout le pays, et le public réclamait justice. Tout au long du processus, j'ai gardé mon sang-froid. Je n'ai pas cherché à me venger émotionnellement ni à provoquer de confrontations dramatiques. Au contraire, j'ai collaboré méthodiquement avec les autorités, en veillant à ce que chaque crime soit documenté, chaque victime entendue et chaque aspect de leur opération criminelle exposé. Le verdict approchait, et je savais que Trevor et Amanda allaient passer des années derrière les barreaux. Mais plus important encore que leur punition était le fait que leur capacité à manipuler et à victimiser des femmes innocentes avait été définitivement détruite. Ils ne pourraient plus jamais utiliser l'amour comme une arme, le mariage comme un outil de fraude ou la confiance comme un moyen de vol. Alors que je me préparais à témoigner à l'audience de détermination de la peine, j'ai réfléchi aux mois qui s'étaient écoulés depuis que j'avais découvert la vérité sur ma femme. La douleur de la trahison avait été remplacée par quelque chose de plus fort. La satisfaction de savoir que j'avais transformé ma victimisation en protection pour d'innombrables autres femmes. Trevor avait tenté de me détruire, mais il avait plutôt déclenché sa propre ruine complète et irréversible. L'audience de détermination de la peine a eu lieu 2 semaines plus tard au tribunal fédéral, et je me suis assise dans la galerie pour regarder Trevor et Amanda être conduits dans la salle d'audience en combinaison orange et menottes. Le sang-froid de Trevor s'était complètement effondré. Son visage était pâle, ses mains tremblaient, et il continuait à regarder autour de lui comme s'il n'arrivait pas à croire où il se trouvait. Mais je ne voulais pas seulement les voir condamnés. Je voulais que Trevor sache exactement comment il avait été vaincu. Pendant la pause, j'ai réussi à passer quelques minutes seul avec lui dans la salle de conférence, sous la surveillance des agents fédéraux. Jason,
a-t-il dit d'une voix désespérée. Tu dois comprendre, ça n'a jamais été personnel. Ce n'était pas personnel, répétai-je en me penchant vers lui. Tu m'as épousé pour voler mon héritage. Ta sœur a fait semblant de m'aimer pendant des mois. Vous avez planifié la destruction de ma vie. Trevor baissa la tête. Nous avions besoin d'argent. Amanda était malade et... Arrête, l'interrompis-je d'une voix tranchante. Ne me mens pas maintenant. C'est alors que j'ai sorti mon téléphone et lu l'enregistrement que j'avais fait quelques semaines auparavant. Sa propre voix a résonné dans la pièce. Le contrat prénuptial était un coup de génie. Il était tellement amoureux qu'il a à peine lu. S'il demande le divorce au cours de la première année, il ne touche rien, mais je garde la moitié de tout ce qu'il a apporté dans le mariage. Trevor s'est figé. Comment avez-vous obtenu cela? Ai-je terminé? Parce que contrairement à vous, je n'ai pas sous-estimé mon adversaire. Pendant que vous pensiez me manipuler, je construisais un dossier fédéral contre vous deux. Ses mains ont commencé à trembler violemment. Vous ne comprenez pas. Nous faisons cela depuis des années. Nous sommes des professionnels. Vous étiez des professionnels, ai-je corrigé. Jusqu'à ce que vous rencontriez quelqu'un qui vous ait vraiment étudié. J'ai sorti un dossier que j'avais préparé spécialement pour ce moment. Vous voulez savoir comment j'ai tout découvert? Tout a commencé avec ce reçu de fleurs de Las Vegas. Vous avez été négligent. Mais ensuite, j'ai fait quelque chose qu'aucune de vos autres victimes n'avait apparemment fait. J'ai enquêté. Trevor regarda le dossier avec une horreur grandissante. J'ai engagé le meilleur détective privé de Denver. Nous avons non seulement vérifié votre passé, Trevor, mais nous avons également cartographié toute votre opération. Nous savons pour Jessica à Portland, pour Margaret à Phoenix, pour toutes les femmes que vous avez détruites au cours des 5 dernières années. Chaque mariage frauduleux, chaque compte bancaire vidé, chaque vie brisée. Tout est documenté, tout est prouvé. J'ai ouvert le dossier et j'ai étalé des photos sur la table. Des photos de Trevor et Amanda dans d'autres États, avec d'autres identités, sous d'autres noms. Vous pensiez être malin en utilisant des identités différentes, mais vous avez laissé une trace numérique indéniable. Trevor a examiné les photos, son visage pâlissant à chaque image. C'est impossible. Nous avons été prudents. Vous étiez des amateurs, ai-je répondu. Et vous savez quelle a été votre erreur la plus stupide? Ces appels romantiques entre frères et sœurs que j'ai enregistrés. Lorsque les procureurs les diffuseront au tribunal, le jury sera dégoûté. Non seulement vous avez perdu, mais vous êtes devenu un cas d'école sur la façon de ne pas commettre de fraude matrimoniale. La porte s'ouvrit et Amanda fut amenée à l'intérieur, ses menottes cliquetant. Quand elle m'aperçut, ses yeux se remplirent de larmes. « Jason, s'il te plaît, tu dois nous aider. Nous sommes une famille maintenant. » Son audace m'a momentanément laissé sans voix. « Une famille ?» ai-je répété. « Vous avez falsifié des documents en utilisant mon numéro de sécurité sociale. Vous avez créé de faux comptes bancaires à mon nom. Vous aviez l'intention de me ruiner et de disparaître. Mais tu as empêché cela, » a murmuré Amanda. « Personne n'a vraiment été blessé. » Personne n'a été blessé. Je sortis un autre dossier, encore plus épais. Margaret Thompson, de Phoenix, a tenté de se suicider après que vous ayez volé l'héritage laissé par ses parents. Jessica Williams, à Portland, a perdu la maison familiale parce qu'elle vous a fait confiance. Diane Foster, à Miami, continue de payer les dettes que vous avez contractées en son nom. 5 ans, 17 victimes, 2 400 000 $ volés. Amanda se mit à sangloter, mais Trevor essayait encore de garder un peu de dignité. Comment avez-vous obtenu toutes ces informations? Parce que contrairement à vous, je ne travaille pas seul, répondis-je. Lorsque le FBI a découvert le schéma, d'autres victimes ont commencé à se manifester. Vous étiez si systématique qu'il a été facile de relier les points. Et vous savez ce qui est le mieux? Chaque femme que vous avez victime récupérera son argent. Le gouvernement a récupéré presque tout dans les cachettes que vous pensiez sûres. Trevor a finalement craqué. Comment avez-vous su pour les comptes offshore? Nous n'en avons jamais parlé à personne. J'ai souri pour la première fois depuis des mois. Parce que vous avez commis une erreur fondamentale. Vous avez supposé que je n'étais qu'une autre cible facile. Mais je ne suis pas seulement un homme riche, Trevor. Je suis expert comptable spécialisé dans les crimes financiers. Découvrir de l'argent caché est littéralement mon métier. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Je pus voir le moment précis où ils réalisèrent l'ironie totale de leur situation. Ils avaient choisi comme cible précisément la personne qui avait les compétences nécessaires pour les détruire. Tout au long de notre mariage, alors que vous pensiez me tromper,
je construisais un profil complet de vos opérations criminelles. Chaque appel que j'ai enregistré, chaque document que j'ai photographié, chaque mouvement que j'ai suivi. Ce n'était pas de la chance, c'était une expertise professionnelle appliquée à ma situation personnelle. Amanda m'a regardé avec un mélange de peur et d'admiration. Vous nous avez étudiés comme des spécimens de laboratoire. Exactement, ai-je confirmé. Et vous savez ce que j'ai découvert? Vous n'êtes pas des criminels de génie. Vous êtes des prédateurs opportunistes qui ont enfin trouvé une proie capable de riposter. Les agents fédéraux ont signalé que le temps était écoulé. Alors que Trevor et Amanda étaient ramenés dans leur cellule, Trevor a crié une dernière question. Pourquoi ne nous avez-vous pas dénoncés immédiatement? Pourquoi toute cette mise en scène? Je me suis arrêté à la porte et je me suis retourné pour le regarder une dernière fois. Parce qu'une dénonciation rapide aurait abouti à des peines moins lourdes. Je voulais que justice soit faite, non seulement pour moi, mais aussi pour toutes les femmes que vous avez détruites. Je voulais m'assurer que vous ne pourriez plus jamais faire ça à qui que ce soit. Leurs visages se sont déformés de désespoir lorsqu'ils ont compris qu'ils n'avaient pas seulement été vaincus, mais complètement anéantis par quelqu'un qu'ils avaient tenté de victimiser. Le véritable rebondissement n'était pas que j'avais découvert leur stratagème. C'était qu'ils avaient choisi comme cible la seule personne au monde qui avait les compétences parfaites non seulement pour survivre à l'attaque, mais aussi pour la transformer en leur destruction complète et irréversible. Lors de l'audience de détermination de la peine, le juge fédéral est allé droit au but. Trevor James Caldwell, vous êtes condamné à 12 ans de prison fédérale pour fraude matrimoniale, bigamie et complot criminel. Amanda Marie Caldwell, 8 ans pour les mêmes chefs d'accusation. Le marteau a résonné dans la salle bondée tandis que les journalistes immortalisaient chaque instant de la chute finale des frères et sœurs criminels. Trevor m'a regardé une dernière fois avant d'être emmené menotté, ses yeux trahissant la compréhension tardive qu'il avait choisi la mauvaise cible. Je n'ai pas éprouvé de plaisir à sa condamnation, mais plutôt une profonde satisfaction de savoir qu'il ne pourrait plus jamais détruire d'autres familles comme il avait failli détruire la mienne. L'enquête qui a suivi a révélé l'étendue réelle de leurs activités. 17 victimes dans 6 États, 2 400 000 $ volés grâce à des mariages frauduleux qui ont laissé des femmes dévastées financièrement et émotionnellement. Chacune d'entre elles a récupéré ses biens grâce aux preuves que j'ai recueillies. Margaret Thompson m'a appelé en pleurs 3 mois plus tard, me disant que pour la première fois en 2 ans, elle avait réussi à dormir toute une nuit sans cauchemar. Jessica Williams m'a envoyé une lettre me remerciant de lui avoir rendu non seulement son argent, mais aussi sa foi en la justice. Ces conversations valaient plus que toute vengeance personnelle. L'affaire est devenue un précédent juridique et a été utilisée dans les formations du FBI sur la fraude matrimoniale. La presse m'a qualifié des « hommes qui a démantelé un empire criminel », mais la vérité est plus simple. J'ai simplement refusé d'être une victime silencieuse et j'ai utilisé mes compétences professionnelles pour protéger d'autres personnes. Mon cabinet de conseil en criminalistique a connu une croissance exponentielle après la médiatisation de l'affaire. Ironiquement, la tentative de Trevor de me ruiner financièrement m'a finalement permis de devenir l'un des enquêteurs les plus recherchés du pays. Je me suis spécialisé dans les affaires de fraude matrimoniale, aidant d'autres victimes à retrouver leur vie et leur patrimoine. 1 an plus tard, j'étais en train de réviser des contrats dans mon nouveau bureau lorsque Patricia m'a appelé. Jason, je viens de recevoir un appel intéressant. Une femme à Seattle soupçonne son mari d'utiliser la même arnaque que Trevor a utilisée contre vous. Vous voulez la faire? J'ai souri en ouvrant mon agenda. Bien sûr. Nous allons sauver une autre famille. La transformation la plus profonde n'était pas professionnelle, mais personnelle. J'ai appris que la véritable force ne vient pas du fait d'éviter d'être trompé, mais de la façon dont on réagit lorsqu'on découvre la tromperie. Trevor pensait avoir choisi une victime facile, un romantique naïf avec de l'argent. Il a plutôt trouvé un adversaire qui a transformé sa propre expertise en arme de justice. Tout au long du processus, j'ai conservé ma dignité et mon intégrité intactes. Je n'ai pas cherché à me venger émotionnellement ni à humilier personnellement qui que ce soit. J'ai simplement utilisé le système juridique de manière méticuleuse pour m'assurer que Trevor et Amanda subissent les conséquences de leur choix. La véritable victoire a été de protéger les futures victimes tout en récupérant ma propre vie. Si cette histoire sur la manière de transformer la trahison en triomphe vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir d'autres témoignages de personnes qui ont refusé d'accepter l'injustice et se sont battues pour leur vérité. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Trevor est toujours en prison fédérale, Amanda purge sa peine, et moi? Eh bien, je viens d'ouvrir mon 3e cabinet, cette fois à Los Angeles, spécialisé dans la protection des personnes contre les prédateurs comme ceux qui ont failli détruire ma vie. La meilleure vengeance, après tout, c'est de bien vivre et de veiller à ce que les autres puissent en faire autant.